tarmac de Kisangani, où se joue désormais la guerre des drones, jusqu'au bureau de la Banque mondiale à Kinshasa, où nos entreprises publiques ont été disséquées avec une précision glaciale. Ce 25 mars 2026 exige que nous soyons pleinement présents. Bonsoir et bienvenue à Inside News RDC. À nos compatriotes de Marseille, de Rabat, de Vancouver au Canada, un salut chaleureux ce soir. Une pensée toute particulière pour maman Anne-Marie, fidèle au poste. Bonsoir. Ce journal existe parce que notre pays mérite des faits, pas des discours. Ce soir, la nation congolaise se retrouve à l'intersection de 3 réalités qui se tiennent. Un contrat militaire de 67 millions de dollars attribué à un groupe turc pour construire une base de drones à Kisangani, pendant que l'ennemi frappe cette même ville avec des appareils fabriqués par le même pays. Un rapport de la Banque mondiale, publié hier, qui chiffre sans ménagement les pertes de nos entreprises publiques. 5,3 milliards de dollars en 10 ans, soit le budget annuel du secteur de la santé, disparu dans une opacité que même les experts peinent à percer. À Bandundu, Félix Tshisekedi interpellait ses 26 gouverneurs sur l'indépendance de nos assiettes. À Washington, la première dame vivait un incident que Kinshasa et Kigali racontent avec 2 versions radicalement incompatibles. Et à Lubero, les troupes de l'AFC M23 abandonnaient leur position dans la nuit, sans un mot. Entrons dès à présent dans les faits. Le 24 mars 2026, notre rédaction a été informée que Milvest, filiale congolaise du groupe turc Mila Holding, a obtenu un contrat estimé à 67 millions de dollars pour ériger une base de lancement de drones à Kisangani, province de la Tshopo. Le groupe est dirigé par Turan Mildan, entrepreneur turc de la trentaine, devenu en moins de 3 ans l'un des opérateurs privés les plus implantés dans l'économie congolaise. L'objectif affiché par les FARDC, renforcer leur capacité aérienne dans le combat contre l'Alliance Fleuve Congo M23. Ce contrat s'inscrit dans la coopération militaro-industrielle ouverte en 2022 par la visite du président Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa, qui avait ouvert la voie à une série d'accords couvrant les infrastructures, la sécurité et l'économie. Les FARDC opèrent déjà depuis Kisangani des drones TAI-Yanka de conception turque contre les positions de l'AFC M23 dans les territoires de Masisi, Mwenga et Fizi, avec l'appui de spécialistes serbes. Kisangani est le quartier général de la 3e zone de défense. La base confiée à Milvest vise à consolider et sécuriser cette capacité sur le long terme. Turan Mildan n'a pas commenté publiquement les détails opérationnels du marché. Ce contrat militaire est l'aboutissement d'une trajectoire d'implantation sectorielle foudroyante. Livraison en décembre 2023 du centre financier de Kinshasa. 165 000 mètres carrés. Tour hôtelière Marriott 5 étoiles. 3 immeubles ministériels. Pour plus de 300 millions de dollars remboursables sur 49 ans. Rénovation de l'aéroport de Njili. Projet de téléphérique urbain. Prise de contrôle de l'AS Vita Club via Misfor. Et partenariat minier sur le gisement aurifère de Zanikodo en Ituri avec la société minière de Kilomoto. Ce que les archives confirment nuance profondément ce tableau. Le dossier Zanikodo est aujourd'hui dans l'impasse, selon des sources proches du projet. La nouvelle direction de la Sokimo évoque des engagements contractuels non respectés par l'opérateur turc. Et l'ironie du conflit à Kisangani est brutale dans sa logique. Depuis le 31 janvier 2026, l'AFC M23 a conduit plusieurs vagues d'attaques kamikazes contre la base militaire et l'aéroport international de Bangoka. Les drones utilisés ont été identifiés comme des Yiha-3, des engins à ailes volantes d'origine elles aussi turque. Début mars 2026, 4 de ces appareils ont été abattus au-dessus de Bangoka, selon le ministre provincial de la Tshopo. Bertrand Bissimois, chef militaire de l'AFC M23, avait lui-même menacé explicitement de s'en prendre aux bases aériennes qui frappent ses positions.
des voix au sein de la société civile congolaise et de médias d'investigation locaux ont commencé à pointer une concentration préoccupante de contrats stratégiques dans les mains d'un seul groupe étranger. Ministère, transport aérien, sport, mines et désormais défense. Un média congolais évoquait déjà en début 2025 des révélations imminentes sur des pratiques ayant lésé l'État. Ces révélations ne sont pas encore venues. Ce qui est venu, c'est un contrat militaire. Pour les familles de Kisangani, la question est d'une brutalité quotidienne. Habiter une ville qui est simultanément la base de frappe des FARDC et la cible des drones ennemis, avec les deux technologies portant la même empreinte turque. C'est vivre dans un métaux géopolitique que peu de communiqués officiels nomment clairement. Pour l'opérateur économique qui hésite à investir dans la Tshopo, l'incertitude sécuritaire est un coût direct. Pour les stratèges dans les états-majors de Kinshasa, le confort de la coopération avec Ankara mérite d'être pesé contre la réalité d'un partenaire dont certains engagements contractuels antérieurs sont déjà contestés. Notre pays est-il en train de construire une dépendance sécuritaire aussi structurante que ses dépendances minières historiques? Cette interrogation ne se limite pas aux chancelleries. La guerre à l'Est est alimentée par nos minerais, orientée par nos alliances, et désormais conduite depuis des bases construites par des étrangers dont les contrats précédents font l'objet de frictions. La souveraineté de défense n'est pas un privilège de l'élite militaire. C'est la condition première de la sécurité de chaque Congolais qui vit sous le bruit des appareils sans pilote, de Kisangani à Myenga. Cette guerre, que la Turquie alimente simultanément des deux côtés, a un coût. Et ce coût ne se mesure pas seulement en drones abattus ou en bases à construire. La Banque mondiale vient de le chiffrer, hier le 24 mars, avec une précision qui devrait retenir toute l'attention des décideurs de la République. Le 24 mars 2026, à Kinshasa, Albert Zefak, directeur des opérations à la Banque mondiale, a remis au vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, le rapport annuel sur la situation économique de la RDC. Le constat central, présenté par Cédric Beguenovo, économiste pays principal, la croissance réelle du PIB a ralenti à 5,5% en 2025, contre 6,1% en 2024. La performance reste supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Mais ce chiffre de surface masque des lignes autrement plus préoccupantes. Ce rapport arrive dans un contexte international qui pèse directement sur notre économie. La volatilité des prix des matières premières, le ralentissement de la croissance chez nos principaux partenaires commerciaux et les perturbations géopolitiques mondiales figurent parmi les risques à la baisse identifiés pour la période 2026-28. Les perspectives restent globalement favorables. Une croissance projetée autour de 5,1% jusqu'en 2028, mais conditionnée à des réformes que la Banque mondiale identifie avec une clarté inconfortable pour le gouvernement. Selon Cédric Beguenovo, l'inflation a fortement reculé, passant de 11,7% fin 2024 à 2,3% fin 2025, portée par l'appréciation du franc congolais, environ 30% par rapport au dollar sur l'année, et par la baisse des prix des denrées alimentaires et des carburants à l'international. Daniel Mokoko Samba annonce une feuille de route en finalisation pour concentrer les réformes sur 3 à 5 filières industrielles exportables, intégrées au corridor africain. Sur le papier, la croissance affiche 5,5% et l'inflation 2,3%. Dans les comptes, les entreprises publiques ont accumulé 5,3 milliards de dollars de pertes en 10 ans, soit une moyenne de 500 millions de dollars par an, l'équivalent exact du budget annuel du secteur de la santé. Ces mêmes entreprises représentent 42% de la dette extérieure du pays, avec un encours équivalent à 7,3% du PIB en 2023. Et les dépenses de défense ont triplé en une seule année, atteignant 3,4% du PIB en 2025, poussant le déficit budgétaire global de 1,9% à 2,9% du PIB. La Banque mondiale n'y va pas par circonlocution. Seules 10 des 20 grandes entreprises publiques ont publié leurs états financiers en 2024. En 5 ans, seuls 5 l'ont fait de façon régulière. La sélection des cadres dirigeants ne suit souvent pas de critères transparents. Les conseils d'administration indépendants sont l'exception.
Pour illustrer ce qui est possible, le rapport cite Singapore Airlines et PSA International à Singapour, le groupe OCP au Maroc, des entreprises publiques qui ont créé de la valeur en appliquant les principes du marché, avec des conseils d'administration indépendants et une gestion fondée sur le mérite. 500 millions de dollars de pertes par an dans nos entreprises publiques. C'est une salle de réanimation sans équipement pour le patient de l'hôpital général de référence de Kinshasa. C'est une route de dessert agricole inexistante pour le producteur du quinoa. C'est le générateur que l'entrepreneur de la Gombe achète à crédit parce que la SNEL ne livre pas. La croissance annoncée à 5,5% ne descend pas jusqu'au marché populaire. Et ça, aucun communiqué ne le dit aussi clairement que la facture mensuelle des ménages congolais. La réforme des entreprises publiques n'est pas une question technique réservée aux comptables du ministère du Portefeuille. C'est la condition de base pour que la croissance économique signifie quelque chose dans la vie concrète de nos compatriotes. Le trader qui suit les indices à la Gombe et le vendeur du marché de Makala partagent ici le même enjeu. Lorsque la mauvaise gouvernance des entreprises publiques prive le secteur de la santé de son budget annuel entier, l'échec de nos états-majors économiques devient le danger de chaque parent qui emmène son enfant à l'hôpital. À Bandundu, ce même mardi, une autre question s'imposait avec la force du paradoxe. Pourquoi un pays doté de 80 millions d'hectares de terres arables continue-t-il d'importer pour nourrir ses villes? Le mardi 24 mars 2026, à Bandundu-Ville, chef-lieu du Kwilu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert la 13e session de la conférence des gouverneurs de province en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, du président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, et des 26 gouverneurs. Thème retenu, la transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral. Un discours que plusieurs observateurs ont qualifié de rupture avec les allocutions protocolaires habituelles. Ce choix thématique s'inscrit dans un cadre international précis. Depuis le 1er janvier 2026, la RDC est formellement engagée dans le nouveau cycle du Programme agricole africain global, le KADP 2026-2035, adossé à la déclaration de Kampala de janvier 2025 sur des systèmes agroalimentaires résilients. Dans un monde marqué par des chaînes d'approvisionnement perturbées, la hausse des prix alimentaires et la compétition croissante autour des ressources stratégiques, la souveraineté des sols est redevenue une question de puissance, et non plus seulement de développement. Tshisekedi a formulé le diagnostic sans euphémisme. Nous ne pouvons plus accepter d'être un pays abondamment doté, mais insuffisamment organisé. Il a présenté le Programme national de développement agricole, le Programme de développement local des 145 territoires, les agropoles et le couloir vert Kivu-Kinshasa, lancé en 2025, comme autant de leviers pour substituer une économie de production à l'économie de guerre. Il a interpellé les gouverneurs avec gravité. Aucune politique agricole sérieuse ne peut prospérer dans un environnement marqué par des crises répétées entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Le bilan documenté contredit cette ambition sur un point structurel central. 13 sessions en 25 ans d'existence de la Conférence des gouverneurs. À raison de 2 sessions constitutionnellement requises par an, le compte révèle une discontinuité institutionnelle chronique. Le document de travail soumis au gouverneur reconnaît lui-même des tracasseries administratives persistantes, des prélèvements illégaux sur les routes agricoles documentées et un déficit d'encadrement structurel des coopératives. Le gouverneur du Kwilu a révélé avoir financé sur fonds propres les chapiteaux et l'éclairage des assises, l'État central n'ayant pas assuré ce financement. Symbole saisissant du fossé entre l'ambition nationale et les moyens territoriaux réels. Jean-Jacques Porosi, gouverneur du Sud Kivu, a lu au nom de ses pairs un mémorandum exprimant leurs vives préoccupations face aux réseaux sociaux devenus vecteurs de désinformation et de déstabilisation institutionnelle dans plusieurs provinces. Les gouverneurs arrivent à Bandundu avec leurs propres urgences. Preuve que les crises politiques internes qui paralysent l'action agricole ne sont pas des abstractions juridiques, mais des réalités que les élus vivent au quotidien. Pour le paysan du Sankuru,
dont la province ne peut même pas financer l'élection de son gouverneur, la CENI ayant déclaré ne pas disposer des 155 610 $ nécessaires. Et pour le producteur du Kwilu, dont les récoltes pourrissent faute d'accès aux marchés urbains, le discours de Bandundu résonne différemment. Ce n'est pas la vision qui fait défaut. Ce sont les routes de dessert effectivement bitumées, la rétrocession budgétaire versée dans les délais, et les assemblées provinciales qui contrôlent sans instrumentaliser. Ces trois conditions séparent la rhétorique de la revanche du sol et l'assiette réellement remplie. La 14e session jugera la 13e, non pas sur la qualité des allocutions de Bandundu, mais sur les kilomètres de routes de dessert effectivement ouverts, les coopératives agricoles réellement structurées, les comptes provinciaux publiés sans ambiguïté, l'agriculteur du Sankuru et le directeur financier d'une grande entreprise de Kinshasa ont ici un intérêt commun: que l'abondance naturelle de ce pays descende enfin jusqu'à la table de chaque famille congolaise. Ces questions de gouvernance agricole et d'économie des ménages trouvent une résonance brutale à Goma ce soir, où les marchés parlent un autre langage, celui des prix qui grimpent sous le double poids de la guerre et des crises lointaines. Au centre commercial de Birere à Goma, le bidon de 20 litres d'huile végétale s'achète désormais entre 40 et 45 $ américains. Il y a 2 semaines, il valait 28. Le sac de farine de froment de 25 kg est passé de 17 à 20 $. La mayonnaise, les sardines, la tomate concentrée ont quasiment disparu des étals, selon les commerçants interrogés par Radio Okapi ce lundi 23 mars. La cause identifiée par les opérateurs du marché est précise. Les pays du Moyen-Orient engagés dans le conflit actuel impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran sont des producteurs ou des voies de transit essentielles pour ces produits. La suspension des liaisons maritimes a déclenché une pénurie dont les effets se font sentir directement à Goma, une ville déjà asphyxiée par l'économie de guerre de l'AFC M23 depuis plus d'1 an. La santé financière des foyers de Birere ne résiste pas à cet étau. Blocus économique de la rébellion d'un côté, dislocation des marchés mondiaux de l'autre. Certains prix ont doublé en 15 jours. À quel moment les instances de régulation du marché congolais interviendront-elles avec des outils concrets pour protéger ces familles du double choc? De Goma asphyxié, cap sur l'Ituri, où dans le même temps, une rupture attendue depuis 58 ans s'est produite sur un tarmac. Ce mardi 24 mars, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri et représentant du chef de l'État, a officiellement réceptionné l'atterrissage du premier Boeing 737 sur la piste de l'aéroport national de Bunia. Un fait aéronautique que la province n'avait pas connu depuis 1966. 58 ans d'enclavement aérien qui limitait les flux de marchandises aux capacités des petits porteurs et maintenait mécaniquement les prix des biens de première nécessité à des niveaux que les foyers ituriens portaient avec difficulté. Les travaux confiés à l'entreprise Mogabaron ont porté la capacité d'accueil aux normes dont les gros porteurs, multipliant par 3 le volume de fret disponible par rotation, de moins de 5 tonnes à plus de 15. En théorie, cette multiplication des capacités devrait réduire les coûts unitaires du transport et alléger la pression sur les marchés de Bunia. La condition est simple, que l'économie de fret se répercute sur les prix au marché plutôt qu'elle ne soit absorbée par les marges des intermédiaires. Le désenclavement aérien de l'Ituri est un investissement de souveraineté dans une province aux états de siège. Son effectivité réelle se mesurera dans les prochains mois, aux abords du marché central de Bunia. Ces enjeux d'approvisionnement et de dépendance énergétique ne se règlent pas piste par piste. Ils se jouent à l'échelle du continent. Et ce soir, le Nigeria vient de redéfinir les règles du jeu énergétique africain. La méga-raffinerie Dangote, à l'est de Lagos, a lancé l'exportation de produits pétroliers raffinés vers 5 pays africains: le Cameroun, le Togo, la Tanzanie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. 12 cargaisons totalisant 456 000 tonnes ont été expédiées dans cette première phase. Avec une capacité installée de 650 000 barils par jour, le Nigeria bascule officiellement du statut d'importateur net de carburant à celui d'exportateur régional,
Ce changement de paradigme a été accéléré par la hausse des prix mondiaux du pétrole, alimenté par le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran, qui perturbe les routes d'approvisionnement traditionnelles. Pour notre pays, le signal est stratégique. Les mêmes tensions au Moyen-Orient qui font flamber les prix à demain pèsent sur le coût des carburants dans toutes nos villes. La fluidité du moteur économique congolais dépend en partie d'un accès stable aux hydrocarbures. Une raffinerie africaine opérationnelle à grande capacité constitue une alternative géopolitiquement plus sûre que les circuits d'approvisionnement transatlantiques et moyen-orientaux. La RDC ne figure pas parmi les 5 premiers destinataires de Dangote, et cette absence interroge notre positionnement dans la bataille pour la sécurité énergétique régionale. Pendant que Lagos redessine les flux du continent, Kinshasa devra tôt ou tard se positionner dans ces nouvelles chaînes d'approvisionnement africaines. De Lagos, cap sur Genève, où la RDC mène une autre bataille ce mercredi, non plus celle des carburants, mais celle des vies humaines. 7 800 000 compatriotes pour lesquels notre pays plaide devant les Nations Unies. La ministre d'État aux Affaires sociales et actions humanitaires, Eve Bazaiba, est à Genève ce mercredi 25 mars pour présenter au Comité des droits de l'homme des Nations Unies un exposé détaillé sur la crise humanitaire congolaise. L'objectif, mobiliser des financements pour le plan humanitaire d'urgence de la RDC, estimé à 1,4 milliard de dollars américains en faveur de 7,8 millions de personnes en détresse. Le tableau soumis à la communauté internationale est sombre. Plusieurs décennies de crise, une dégradation accélérée dans la partie orientale sous l'agression rwandaise via l'AFC M23, des déplacements massifs et de graves violations des droits humains documentés. Cette session représente une opportunité rare de soumettre la réalité congolaise à l'examen du système onusien au plus haut niveau. Mais l'efficacité de ce plaidoyer se mesurera à la réponse concrète des partenaires, un historique de mobilisation internationale tardive et partielle en ce qui concerne notre pays. 1,4 milliard de dollars pour 7,8 millions de vies. Le chiffre est éloquent dans sa brutalité. L'enjeu n'est pas seulement financier. Il s'agit aussi de la capacité de la communauté internationale à nommer l'agression pour ce qu'elle est et à calibrer sa réponse en proportion des souffrances documentées. Ces plaidoyers internationaux n'épuisent pas l'actualité du jour. De Lubero à Washington, de Lubumbashi à Kinshasa, notre pays vit ce soir à plusieurs vitesses. Et voici les faits essentiels. À Washington, la soirée de mardi a pris une tournure diplomatiquement explosive. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, présente dans la capitale américaine à l'invitation de l'épouse du président Donald Trump pour un sommet des premières dames, a été au cœur d'un incident dont les deux versions se contredisent frontalement. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué que des individus non identifiés ont tenté de pénétrer dans l'hôtel où elle séjourne, accusant le Rwanda d'être impliqué et précisant que Kinshasa est en contact étroit avec les autorités américaines. Kigali a répondu qu'un membre non armé de son service de sécurité avait simplement croisé des agents congolais dans un couloir commun, les deux délégations logeant dans le même établissement. Et c'est précisément là que la responsabilité des organisateurs américains doit être interrogée. Deux nations engagées dans un conflit armé actif, dont les relations bilatérales n'ont jamais été aussi tendues, logées délibérément sous le même toit. Était-ce de la naïveté ou de la négligence? Pour une puissance qui se pose en médiateur du processus de paix en Afrique centrale, Washington démontre une légèreté troublante dans la gestion du protocole sécuritaire. Ce type d'incident ne surgit pas du néant. Il se fabrique dans les coulisses mal gérées d'une organisation défaillante. Un simple couloir d'hôtel partagé a suffi à faire voler en éclats le vernis diplomatique. Si les États-Unis entendent peser sérieusement dans la résolution de cette crise, ils doivent commencer par maîtriser les évidences logistiques qu'un tel contexte impose. Deux pays en guerre partageant le même couloir à Washington, au moment même où le processus de paix est censé avancer. Une image qui en dit long, non seulement sur l'état réel des relations entre Kinshasa et Kigali, mais aussi sur le sérieux avec lequel l'Amérique assume son rôle de facilitateur. À Lubero, dans le territoire du Nord Kivu,
Les troupes de l'AFC M23 ont abandonné dans la nuit de lundi à mardi plusieurs positions occupées depuis plus d'un an. Kipese, Muniakontini, Ivatama, Ilampula, Luseke, Mosimba. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire, confirme le mouvement mais appelle à la prudence. Il est difficile à ce stade de déterminer s'il s'agit d'un retrait réel ou d'un redéploiement vers d'autres zones au sud du territoire. Les populations ont été priées de ne pas investir les anciens sites rebelles. Des positions fortifiées de tranchées profondes qui pourraient encore receler des pièges. En Ituri, dans le territoire de Mambasa, les FARDC ont annoncé ce mardi la reprise du contrôle de Mushasha, site minier longtemps exploité par les ADF pour financer leurs opérations, et qui avait été le théâtre du massacre d'une trentaine de civils. Cette reconquête, menée conjointement avec l'armée ougandaise, représente un coût opérationnel et économique sévère pour le mouvement rebelle. Selon le lieutenant Mark Elombo, porte-parole du secteur Sokola 1 Grand Nord, 5 combattants ADF ont été neutralisés lors d'opérations parallèles dans le secteur des Bapéré, dont un leader de nationalité ougandaise. 3 otages ont été libérés. À Lubumbashi, un atelier régional réunissant des experts de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie a ouvert ses travaux ce mardi sous l'égide de Trademark Africa avec l'appui financier du Royaume-Uni. Objectif: valider des études de faisabilité sur la digitalisation des paiements aux postes frontaliers de Kasumbalesa et Nakonde-Tunduma et sur la sécurisation du corridor central reliant Dar es Salaam au centre minier du Katanga. La prédominance des espèces, source d'irrégularité, et les barrières illégales figurent parmi les freins prioritaires à lever. Les incitations fiscales accordées au secteur privé ont représenté 6 203 milliards de francs congolais en 2024, soit 23,4% des recettes de l'administration centrale, sans produire les effets attendus en matière de création d'emplois ou de développement des chaînes de valeur locales. C'est le constat présenté par Dieudonné Ntumba Kasonga, conseiller fiscal du ministre des Finances, à l'ouverture des travaux préparatoires du forum DRC Tax Masolo, dont la 3e édition est prévue les 19 et 20 mai 2026. Une réforme en profondeur de ces mécanismes est préconisée. Le Service national a remis ce mardi 3 500 sacs de maïs aux étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. Cette distribution, conduite sous la direction du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, fait suite à des remises similaires dans le Haut-Katanga, le Lualaba et Kinshasa. L'ouverture prochaine de cantines estudiantines dans les universités de toute la République est également annoncée. Sur l'axe Kolwezi-Dilolo, dans la province du Lualaba, un accident ferroviaire survenu lundi a fait 3 morts et 6 blessés, selon le bilan provisoire communiqué ce mardi par Trésor Kapukungoy, directeur général adjoint de la SNCC. Le train impliqué était un convoi de marchandises transportant des cathodes de cuivre. 6 wagons sur 15 ont déraillé. L'excès de vitesse est la première hypothèse avancée. Une enquête est en cours. Ce sont les faits de ce mercredi 25 mars 2026. Laissez-moi rassembler ce que cette édition nous dit de l'état de notre nation. Ce journal nous a conduits de Kisangani à Bandundu, de la Banque mondiale à Genève, de Lubero à Washington. À Kisangani, un groupe turc reçoit un contrat militaire de 67 millions de dollars pour une base de drones, pendant qu'à l'AFC M23 frappe cette même ville avec des drones du même fabricant turc. À Kinshasa, la Banque mondiale établit que nos entreprises publiques ont englouti 5,3 milliards de dollars en 10 ans, soit le budget annuel du secteur de la santé, chaque année absorbé par une gouvernance insuffisante. À Bandundu, Félix Tshisekedi a prononcé un discours juste sur l'agriculture et la décentralisation. Reste maintenant la réponse en actes, en route bitumée et en comptes publiés. Et à Washington, les délégations congolaises et rwandaises se retrouvaient dans les couloirs du même hôtel, dans une tension qui dit tout de l'état réel de la paix annoncée. Court ce soir, je vous laisse avec la pensée du philosophe combonais V.Y. Mudimbe. La dignité d'un peuple se construit d'abord dans la rigueur qu'il s'impose à lui-même.
Cette rigueur, dans la gestion de nos entreprises, dans la gouvernance de nos provinces, dans nos choix de partenaires stratégiques, reste le seul levier dont nous disposons pour que la richesse de ce pays descende jusqu'à la table de chaque famille. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et protège chacun de ses fils et filles, qu'ils soient à Kinshasa, à Lubero, à Kisangani ou à Marseille, à Rabat et à Vancouver. C'était Serena pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours. Très bonne soirée et bonne continuation.